Merci de nous rejoindre pour décryptage sur Niveau d'Info. Le ministre mauritanien de la Défense, Hanina Ould Sidi, a effectué la semaine dernière une tournée au Mali, au Niger, au Burkina Faso et au Tchad pour relancer la coopération sécuritaire au Sahel. Cette initiative intervient dans un contexte de recomposition régionale marqué par l'affaiblissement du G5 Sahel et l'émergence de l'Alliance des États du Sahel. AES, quels sont les objectifs de cette démarche de la Mauritanie? On en parle avec vous, Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Et la Mauritanie qui a entrepris une tournée diplomatique auprès des anciens membres du G5 Sahel. Pour quel objectif? Ça montre au moins une chose. Mettre ensemble plutôt ces 5 pays était quelque chose de pertinent en termes de stratégie de lutte contre les groupes armés. Mais qui malheureusement n'avait pas fonctionné. Qui n'avait pas fonctionné pour d'ailleurs plusieurs raisons. Les pays eux-mêmes n'avaient pas donné les cotisations qu'ils devaient donner. Le G5 Sahel, c'était également une sorte de béquille pour la France qui voulait davantage se désengager et engager davantage les Africains. Exactement. Les promesses à l'échelle internationale pour participer au financement n'avaient également pas donné de résultats. Mais la pertinence était là. Moi-même, à l'époque, je disais que le G5 même ne suffisait pas. Même d'autres pays qui ne sont pas encore attaqués doivent venir participer à cette lutte. Et je me dis que la disparition du G5 crée un vide. La Mauritanie essaye de... Vous y avez vu au départ l'espoir pour la formation d'une force unifiée africaine? Mais bien sûr. Pour moi, c'était un point de départ pour mobiliser des militaires, pour mobiliser de l'argent, pour mobiliser du matériel dans la lutte contre les groupes armés terroristes. Puisque chacun de ces pays va difficilement vaincre sur le plan militaire les groupes armés terroristes tout seuls. On l'a vu d'ailleurs, puisque finalement, les pays ont fini par faire des collaborations avec d'autres pays dans ce sens. Pour moi, ça devait commencer par le voisinage. Quand la case du voisin brûle, comme on le dit en Afrique, c'est le voisin le plus proche qui doit venir d'abord avant le voisin le plus éloigné. Et est-ce que ces démarches peut-elles être interprétées comme une tentative de relance de cette coopération? Ça y ressemble, parce que dans la tournée, tous les pays qui ont été visités, ça fait 4 pays, plus la Mauritanie, ça fait 5. Et quand on se rappelle de la composition du G5 Sahel, c'est exactement la géographie du G5 Sahel. C'est vrai qu'ils ont en commun cette partie qu'on appelle le Sahel. Ils ont en commun également ce risque en matière de sécurité. La Mauritanie, on pourrait dire, est moins touchée, mais elle n'est pas à l'abri. La Mauritanie partage 2200 km de frontière avec le Mali. Ça veut dire que le risque, il est là, il est énorme pour la Mauritanie. Et on l'oublie un peu, la Mauritanie a eu son moment également avec des attentats sur le sol mauritanien. Mais la Mauritanie n'avait pas mis au devant la réponse militaire. C'est plutôt la déradicalisation qui a été utilisée, où on a trouvé des oulémas, les théologiens, les savants musulmans, qu'on a amenés dans les prisons, rencontrer les extrémistes, discuter avec eux pour déradicaliser les gens. La Mauritanie n'a pas fait l'option de grandes offensives militaires dans cette affaire-là jusqu'à présent. Ça a toujours été la démarche de la Mauritanie et il faut reconnaître que pour le moment, cette démarche réussit à la Mauritanie, alors que parmi les groupes armés terroristes, vous avez également des Mauritaniens qui sont ailleurs, vous avez des gens qui ont été formés en Mauritanie, etc. Et ça, la Mauritanie a tiré les leçons. Au niveau de l'enseignement religieux, il y a de plus en plus un contrôle du contenu des enseignements. Des observateurs, ou certains en tout cas, estiment que l'affaiblissement du G5 Sahel a quelque part favorisé la montée en puissance des groupes terroristes dans l'espace du Sahel. Est-ce que vous partagez cette analyse? C'est clair que à chaque fois que des pays frontaliers qui ont en commun l'insécurité ne collaborent pas, on facilite la tâche aux terroristes. C'est évident. Puisque tout le monde a vu comment les terroristes agissent. Quand vous regardez l'itinéraire, quand on parlait à un certain moment des groupes armés terroristes, mais c'était en Algérie, avec les GIA. Mais c'est ces mêmes groupes qui sont descendus, et quand ils descendent, qui prennent la couleur locale en recrutant sur place. Mais c'est des frontières qui ont été traversées par ces groupes. S'il n'y a pas une véritable collaboration entre les pays, ce phénomène va continuer, le terrorisme va aller encore vers d'autres pays.
Ça me semble tellement évident, et dans toutes les rencontres internationales où on parle de sécurité, mais tout le monde le dit, au minimum au niveau de l'Afrique de l'Ouest, je ne parle même pas du Sahel, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, les gens doivent se mettre ensemble pour d'abord contenir le terrorisme, mais le combattre. Parce que si on ne le fait pas, c'est clair que les terroristes ne se contenteront pas de rester dans les pays dans lesquels ils sont. S'ils ont l'opportunité, ils vont traverser encore une frontière pour aller vers un autre pays. Il y a l'exemple contraire avec le Nigeria. Quand Boko Haram a posé problème au Nigeria, au Tchad, au Niger, pas encore au Bénin à l'époque, mais tous ces pays, avec le Cameroun, ils se sont mis ensemble. Et quand ils se sont mis ensemble pour combattre Boko Haram, mais tout le monde a vu le résultat que ça a donné. Ils n'ont pas vaincu Boko Haram, mais Boko Haram a été réduit quand même à beaucoup moins que ce que Boko Haram était, de sorte que même aujourd'hui d'autres mouvements pèsent plus lourd que Boko Haram au niveau du Nigeria, au niveau des groupes armés terroristes. Mais quand on prend les deux éléments, ça montre clairement que la coopération entre les pays est indispensable pour cette question de sécurisation, puisque celui qui commet un attentat dans un pays, il sait qu'il va être poursuivi. La meilleure façon de pouvoir se mettre en sécurité, c'est de trouver le moyen de traverser la frontière en sachant que les autres militaires ne viendront pas traverser la frontière pour le rechercher. S'il n'y a pas de collaboration, pour qu'on puisse le prendre là où il est, mais quelque part, nous favorisons l'expansion du terrorisme. Mais Mamadou Diouf, pourquoi est-ce que la Mauritanie choisit à ce moment précis pour intensifier ses consultations dans les pays du Sahel, notamment ceux de l'AES? Je me dis que la Mauritanie lit les rapports des organisations spécialisées sur la question du terrorisme. Tous les rapports convergent aujourd'hui sur le fait que le Sahel est devenu l'épicentre du terrorisme dans le monde. Le plus grand nombre de décès, le plus grand nombre d'attentats, les attentats les plus violents, etc. Ça veut dire que même si en Mauritanie, il y a ce qu'on pourrait appeler une accalmie, plus il y a de la violence dans l'espace, plus il y a de risques pour que cette violence arrive au niveau de la Mauritanie. Sans compter que vous avez en Mauritanie des réfugiés, des milliers de réfugiés qui viennent du Mali, et tout le monde sait que parfois, c'est dans ce flot de réfugiés que les gens se dissimulent pour pouvoir aller mettre en place ce qu'on appelle des réseaux dormants. Et la Mauritanie l'a très bien compris en cernant les réfugiés avec un contrôle extraordinaire. Donc quand on regarde la situation actuelle au niveau du Sahel, il y a une montée des actions terroristes, mais ce qui demande pas seulement les réponses nationales que nous avons aujourd'hui, mais une réponse coordonnée pour que ce terrorisme ne déborde pas pour aller vers d'autres pays comme la Mauritanie. Et lors de son étape au Tchad, le ministre mauritanien de la Défense a insisté sur la solidarité collective. Mais c'est important, on parle d'union africaine, on parle d'unité africaine, on parle de panafricanisme. Mais s'il n'y a pas de solidarité, tous ces mots n'ont aucun sens. Et le minimum en matière de solidarité dans ce genre de situation, c'est le partage de renseignements. Si tu as tellement peur pour ton pays que tu crois que si tu amènes tes militaires de l'autre côté combattre, tu vas devenir faible, le minimum c'est de faire le partage de renseignements. Mais le partage de renseignements, on ne peut pas le faire s'il n'y a pas la confiance. Il faut qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait un tant soit peu de relations entre les pays. Et ça fait partie de là où le bas blesse aujourd'hui. Il y a beaucoup de méfiance entre nos pays. Et dans cette méfiance, il va être difficile qu'il y ait de la collaboration sur le plan militaire. Alors que chacun de nos pays en a besoin. Justement, pour que ça fonctionne, quelle forme de coopération est-ce qu'il faut promouvoir? Le G5 aurait pu être un exemple, mais ça n'a pas marché. Mais il y a d'autres exemples qui peuvent exister. Même quand des pays ne s'entendent pas, j'allais dire, politiquement. Est-ce qu'il faut passer à autre chose ou ressusciter le G5? Pour moi, il faut passer à autre chose. Pour moi, le G5 n'est pas suffisant pour résoudre la question du terrorisme. S'il faut remettre en place quelque chose, il faut que ça soit au moins une force de la CEDEAO, au mieux une force de l'Union africaine, pour qu'il y ait une réponse militaire à la hauteur de la situation actuelle. Bon, on est là, le Niger vient d'être attaqué au niveau de l'aéroport. Ce jeudi matin. C'est tout le problème parce que quand on regarde, certains vont prendre la conclusion la plus simple, l'armée nigérienne n'a pas été capable de sécuriser l'aéroport. Mais non. Quand vous voyez les gens qu'on attrape, mais quand ils viennent s'installer quelque part, ils peuvent venir dans un quartier, tout proche de l'aéroport, s'installer pendant 2 mois, être les gens les plus agréables du quartier, de sorte que personne ne se pose jusqu'à ce qu'ils décident de passer à l'action.
Quelle armée est capable d'aller dans les quartiers, de fouiller, de voir qui est là, qui n'est pas là? Aucune de nos armées ne peut le faire. Et c'est pourquoi, autant la collaboration est importante entre nos pays, mais autant la collaboration est importante entre l'armée et les populations pour qu'à travers le renseignement humain, qu'on puisse surtout éviter les attentats. La riposte après, c'est très bien, mais quand c'est la riposte après, les groupes armés terroristes ont déjà obtenu ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, quand tu vas dire Niamey, il y a un deuxième attentat au niveau de l'aéroport, on va commencer à dire que cet aéroport n'est pas sûr, cet aéroport n'est pas sécurisé, mais c'est les groupes armés terroristes qui gagnent en ce moment. C'est la deuxième attaque en 6 mois. Tout à fait. On va parler d'insécurité alors que ces gens se sont cachés quelque part pour venir faire une action de 3 heures. Ils sont capables d'aller se cacher encore pendant 4 mois pour venir faire une action de 3 heures. Mais à cause de l'action de 3 heures et de la médiatisation que cela va avoir, on va considérer qu'il y a un problème de sécurité au niveau de l'aéroport de Niamey, alors que depuis 6 mois, les gens partent et viennent au niveau de cet aéroport. Une première étape de cette tournée du ministre de la Défense de la Mauritanie, c'était à Bamako. Et justement, cette tournée intervient alors que les relations entre la Mauritanie et le Mali connaissent certaines tensions. C'est normal qu'il y ait des tensions, puisque je disais tantôt qu'il y a 2200 kilomètres. Mais il faut une très forte collaboration entre les deux pays, parce que tout le monde connaît la porosité de nos frontières. Aucun de nos pays ne fait exception. Surtout ici, 2200 km, imaginez s'il faut mettre un soldat à chaque mètre, qu'est-ce que ça va donner? Ça pose un énorme problème. L'autre élément, vous avez les populations qui se déplacent, parce que c'est nous qui parlons de frontières. Nos populations, de façon générale, surtout dans ce genre de situation, se déplacent sans tenir compte de la frontière. Dans ces déplacements de population, il est arrivé que des Mauritaniens soient pris sous le feu des armes au niveau du Mali. Plusieurs fois, ça a fait l'actualité. La Mauritanie a haussé le ton. Et c'est l'éternel problème parce que les Maliens ont vu des gens qui, d'un point de vue accoutrement, semblaient être des membres des groupes armés terroristes. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On vient leur dire bonjour, comment vous allez, pour vérifier est-ce qu'ils sont des terroristes. Tout le monde sait dans quel état psychologique sont nos militaires. Parce que si vous hésitez, c'est eux qui vont tirer sur vous les premiers. Parfois, c'est ça qui amène les bavures. Maintenant, si après la bavure, on se rend compte que ce n'était pas des groupes armés terroristes, vous avez la Mauritanie qui se plaint et c'est extrêmement compliqué pour les deux pays. Je crois, c'est pourquoi il faut qu'il y ait de la confiance entre les deux pays, un échange beaucoup plus accru en matière de renseignement, une collaboration beaucoup plus forte sur cette migration des populations au niveau de cette frontière, mais ça va pouvoir permettre de dégeler cette tension qui est là, qui pour moi est inutile et qui ne fera que l'affaire des groupes armés terroristes. Peut-on voir dans cette tournée la volonté de la Mauritanie de jouer à nouveau un rôle important dans la diplomatie et la sécurité au Sahel? Pour moi, c'est une très bonne stratégie de la part de la Mauritanie. La Mauritanie fait incontestablement partie du Sahel. Ce n'est pas pour rien que la Mauritanie était dans le G5 Sahel. La Mauritanie a intérêt, en voyant aujourd'hui comment les attentats augmentent, comment l'insécurité augmente, à ne pas attendre que ça tombe d'abord sur son territoire pour dire « Ah, moi également je suis concerné, il faut que je m'en mêle », mais au contraire, que la Mauritanie prenne les devants pour qu'on aille dans le sens de trouver une solution, mais en trouvant une solution pour le Mali, le Niger, le Burkina, mais la Mauritanie a trouvé également une solution pour la Mauritanie. Parce que si on parvient à vaincre ces groupes armés terroristes, ça veut dire que ces groupes n'iront plus en Mauritanie. Pour moi, c'est une très bonne réflexion sur le plan stratégique. Le Tchad demeure également un acteur majeur dans la sécurité régionale et la visite à N'Djamena est également qualifiée de stratégique. Oui, elle est stratégique puisque dans l'intervention au niveau de l'Afrique de l'Ouest, tout le monde est d'accord sur le fait que les soldats tchadiens sont des soldats aguerris. On se rappelle leur intervention au niveau de la zone des 3 frontières. Donc, s'il faut apporter une réponse, laisser le Tchad de côté serait véritablement une grosse erreur. Donc le ministre mauritanien a parfaitement raison de ne pas se contenter du Mali qui est à sa frontière, du Niger qui est encore plus proche, mais d'aller effectivement jusqu'au Tchad, parce que s'il faut se mettre ensemble, le Tchad a quelque chose à apporter dans la lutte contre le terrorisme. La création de l'Alliance des États du Sahel, AES, a profondément modifié quand même les équilibres régionaux, mais pensez-vous que dans cette stratégie qui pourrait être mise en place, au Sahel, on peut compter également sur des pays comme le Togo ou encore le Bénin?
Mais bien sûr, moi j'ai ma conviction sur cette question de l'AES que ça va passer. Je l'ai toujours dit et je garde ma conviction. Il y a eu des problèmes entre les chefs d'État. Il n'y a pas eu de problème entre les peuples. Et je crois que le problème entre les chefs d'État, ça suffit. Je disais à l'époque, si on n'est pas réaliste pour résoudre le problème va se résoudre par le temps parce qu'aucun de ces chefs d'État n'est éternel, ils vont partir. Et si vous regardez entre ce moment et maintenant, dans beaucoup de pays, il y a eu des changements. Il y a eu des changements. L'exemple le plus spectaculaire, si je peux l'appeler ainsi, c'est celui du Bénin. Le président Ouadani a fait preuve d'un homme d'État panafricain à tout point de vue, malgré tout ce qui avait existé comme conflit entre le Niger et le Bénin en particulier et l'AES de façon générale, mais on a vu ce qu'il a fait. Et c'est un pas pour moi extrêmement important pour qu'on sache que nous sommes obligés par la géographie de vivre ensemble. N'essayons pas de nous compliquer nous-mêmes la tâche. Trouvons le moyen de pouvoir collaborer, de ramener la confiance et de vaincre le terrorisme. Et concrètement, quelles retombées cette tournée pourrait-elle avoir pour la stabilité du Sahel dans les mois à venir? Mais c'est important. Quand vous prenez cette tournée, vous mettez à côté de la tournée du président béninois, ça montre que tout le monde est de plus en plus d'accord que ce n'est pas chacun de son côté qu'on va pouvoir résoudre ce problème. Pour moi, c'est déjà un point suffisamment important pour que, si cette prise de conscience se traduit par des actes sur le plan militaire, par des actes sur le plan stratégique, par des actes sur le plan du renseignement, mais par des actes également sur le plan économique, parce qu'il faut tarir le financement de ces organisations terroristes. Et ça, un seul État ne pourra pas le faire, parce qu'ils ont leur système, leur réseau qui leur permet de prendre des choses dans un pays et d'aller le vendre dans un autre pays. Mais s'il n'y a pas cette collaboration, mais la lutte risque d'être extrêmement longue, voire même ça va ressembler à une lutte qui ne finira plus. Merci, Madi Diouf. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis.